Et c'est un appel à la responsabilité de tous bords, à commencer par Donald Trump, qui a une responsabilité dans cette dérive de violence aux États-Unis immense, tout simplement parce qu'il a supprimé la réalité. Vous voyez, aller comparer Charles Kirk à un martyr, c'est dire à quel point on n'est plus capable de regarder la réalité des choses en face. Désolé de vous le dire, mais je vais pas commencer à respecter quelqu'un que j'ai détesté lors de son vivant, juste parce que la personne est morte. Que le corps soit encore chaud ou pas, il faut rappeler que Charlie Kirk était une grosse merde. Les vraies voix Sud Radio. En tout cas, voilà ce qui est dit pour certains contre Charlie Kirk. Et aujourd'hui, on se rend compte, Philippe Bilger, que les gens qui s'engagent en politique, et en l'occurrence les influenceurs de droite aujourd'hui, commencent à subir depuis l'annonce de la mort de l'influenceur américain des menaces de mort. Oui, alors Cécile, par exemple, moi-même, j'ai été scandalisé ce matin quand j'écoutais par mégarde France Inter les infos qui disaient simplement Charlie Kirk, raciste, a été assassiné. Ils n'ont même pas dit ça. Ils expliquaient qu'on cherchait encore l'assassin. On ne l'avait pas encore trouvé. Ce que je crois, en France, on n'a pas encore atteint le niveau des États-Unis. Il y a des menaces de mort, mais me semble-t-il, jusqu'à aujourd'hui, ce sont des menaces qui permettent un défoulement verbal. Enfin, il y a parfois des concrétisations. C'est déjà une violence, Philippe. Absolument, bien sûr. Mais heureusement, je crois qu'on est toujours en retard, pour le meilleur comme pour le pire, par rapport aux États-Unis. On n'est pas encore au même niveau, me semble-t-il. Je l'espère, même si le climat actuel est odieux. Enfin, moi, je crois qu'il y a quand même un problème. Alors, on va pas être d'accord, Philippe Bilger, c'est l'attitude de la justice dans certains cas. Tiens. Parce que vous voyez Éric Tegner, qui vient régulièrement débattre chez Valérie Expert ici, c'est le directeur du média Frontières, qui a été menacé de mort par un type identifié. Le procureur avait demandé le placement sous mandat de dépôt parce qu'il l'avait quand même menacé de mort, et on a dit oh ben non, on le laisse en liberté, on lui confisque juste son passeport. Alors inutile de dire que ne pas avoir de passeport pour aller de Bécon-les-Bruyères à Vincennes, ça vous gêne pas particulièrement, et que le type a priori le suit. Imaginons qu'il arrive, et évidemment je ne le souhaite pas, comme je connais bien Éric, qu'il arrive quelque chose. Qui sera responsable ? Moi, j'ai déjà le nom des responsables. Parce que quand quelqu'un menace de mort quelqu'un et continue à le suivre, on ne le laisse pas en liberté. On le met derrière les barreaux. Parce que je tiens à rappeler quand même qu'on est le seul pays qui ait mis au monde le principe de précaution dans la Constitution. Manifestement, on ne l'applique pas dans tous les cas. Jean-Michel Fauvergue. Non, mais ce que dit Philippe David. Merci. Non, il faut préciser. Ce que dit Philippe David, il a à la fois raison et tort, parce que en réalité, la justice ne rend pas justice, mais pour tout le monde. Elle est complètement inopérante dans notre pays. Elle est devenue complètement inopérante, mais que ce soit pour la droite ou pour la gauche, de toute façon. D'une manière générale, non, mais Philippe, c'est que vous le vouliez, que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, c'est une réalité. Vous n'allez pas exciter pour en revenir à notre problème, les États-Unis effectivement ont une longueur d'avance sur nous. Oui, la question est de savoir si effectivement il y a une dérive comme aux États-Unis. Les États-Unis ont une longueur d'avance sur nous. Je vous rappelle que chaque 3 jours aux États-Unis, vous avez un mass murder, un tueur de masse qui rentre dans un lycée ou ailleurs, et il y a des massacres chaque 2-3 jours. Et puis la situation ne s'arrange pas visiblement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ce qui arrive aux États-Unis nous arrive après en cascade. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, la situation et l'atmosphère, en particulier sur les réseaux sociaux, en particulier dans les discours politiques de certains extrémistes, et en particulier des extrémistes effectivement de l'extrême gauche aujourd'hui, et certains discours que l'on entend un peu partout, eh bien, ce sont des discours de haine, c'est des discours de rage, et tout ça prépare à ces... et quand en plus vous avez une justice qui est pas forte. Après, il y a des invectives des deux côtés aussi. Bien sûr que ça peut basculer. Ouais, il faut... Mais c'est intéressant de voir à quel point je n'ai pas été totalement choqué par les propos de Villepin. Certes, ça n'est pas Trump qui est responsable, évidemment, de ce terrible assassinat, mais on peut créer, comme l'a très bien dit Jean-Michel, un climat verbal qui peut préparer parfois des actes d'une violence extrême. Il faut faire attention à ce qu'on dit, France aussi, et je vais essayer de le faire
lors de l'émission, je vais essayer de traiter avec modération même les gens qui peut-être diront des inepties proches de moi, face à moi. C'est-à-dire tout le monde, quoi. Mais ceux qui portent la parole, en tout cas ceux qui parlent à la radio, les journalistes, les politiques ont une responsabilité dans le choix de leurs mots aussi. Il y a une responsabilité. Mais évidemment, c'était d'ailleurs mon coup de gueule d'hier, quand, à 200 mètres d'ici, même pas, une éditorialiste se permet de dire bon, Hitler, Trump, même chose. Non mais on est où? Comment est-ce qu'on peut affirmer des choses pareilles? À ce que je sache, dans les États-Unis de Trump, il n'y a pas de chambre à gaz, il n'y a pas de camp de concentration, dernière nouvelle, non? Alors pour faire ce type de comparaison, c'est strictement odieux, premier point. Mais deuxième point, ce qui me gêne, c'est les indignations à géométrie variable. Parce que quand on voit ce qui se passe, les menaces qui sont balancées sur les réseaux sociaux, tout le monde sait qu'il peut y avoir des esprits faibles, oui ou non? Oui. Qui, lisant ça, vous avez dû en croiser, vous, en tant que policier d'élite, Jean-Michel Fauvergue, qui, prenant ça au pied de la lettre, vont peut-être passer à l'acte. Mais moi je demande, que font les réseaux sociaux? Il devrait y avoir quand même un minimum de censure. Et pourtant, je suis pas un fan de la censure, soit dit en passant. Juste une chose, dans nos pays, on a à peu près 1%, en France comme ailleurs, 1% de personnes qui ont des vrais problèmes psychologiques graves et qui peuvent basculer sur une bouffée délirante assez rapidement. Et l'élément qui peut faire basculer, alors c'est soit une séparation, soit le fait de perdre son boulot, etc. Mais ça peut être aussi le fait d'être intoxiqué par la lecture de ces réseaux sociaux, etc. Et ça, on est dans des choses qui favorisent ce passage à l'action. D'où le problème avec TikTok ces derniers temps. Oui, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Qu'il faut absolument légiférer. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause. 0826 300 300. Vous voulez participer au débat? Oui. Oui, bien sûr. Et on va partir aux États-Unis pour parler de la violence en politique. On va retrouver quelqu'un qu'on aime beaucoup, Cécile, dans les vraies voix. Olivier Piton. Olivier Piton, avocat à Washington. Et vous, au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix, bien évidemment, jusqu'à 19h30 sur Sud Radio. On vous pose cette question dans le grand débat. La politique française pourrait-elle devenir aussi violente que la politique américaine? Et vous dites désormais oui à 90%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et tout de suite, on prend la direction de Washington. On a Olivier Piton qui est avec nous, ancien avocat à Washington, ancien député suppléant des Français de l'étranger, qui connaît donc la politique des deux côtés de l'Atlantique. Bonsoir Olivier Piton. Bonsoir. Est-ce que vous imagineriez qu'un jour en France, on puisse atteindre le niveau de violence qu'il y a aux États-Unis? Alors, violence qui a atteint son paroxysme il y a 48 heures. Écoutez, d'abord, je ne le souhaite surtout pas. Fort heureusement, les deux pays sont assez dissemblables pour que cela n'arrive pas. Néanmoins, des cas de violence politique, on en a eu. Il y a eu des tentatives d'attentats, y compris des attentats réussis contre des présidents de la République dans le passé. Donc malheureusement, la violence peut aussi être l'apanage de la politique française, malheureusement. Même si là, pour répondre plus spécifiquement à votre question, aux États-Unis, on est face à un phénomène amplificateur du fait de la circulation des armes à feu qui évidemment rend la violence politique, et on parlera dans un moment du clivage, qui évidemment est la principale raison de cette violence, est évidemment le point principal. Vous qui êtes là-bas pour nous raconter un peu l'atmosphère de ce qui se passe sur place, est-ce qu'il y a un pays qui se divise réellement ? Oui, et ça fait de nombreuses années que le pays est extrêmement clivé, divisé entre des gens qui ne se considèrent plus comme des adversaires, mais comme des ennemis à abattre. Et on a ce phénomène, très honnêtement, des deux côtés. Je rappellerai, parce que là, il y a eu effectivement tous les mois liés à l'assassinat de Charlie Kirk, que l'on a eu il y a 3 mois seulement, au mois de juin, un couple d'élus démocrates du Minnesota, Melissa Hartman et son mari, qui ont été également assassinés. Donc on a un phénomène qui est un phénomène global, et qui évidemment, à chaque hausse de la violence va évidemment générer une violence encore plus importante de l'autre côté. Et je ne mets pas en parallèle forcément l'impact, on aura peut-être l'occasion d'en parler, de ce qu'une Melissa Hartman pouvait représenter pour les démocrates avec ce qu'un Charlie Kirk pouvait représenter dans la sphère de Donald Trump. Maître Piton, est-ce que vous me permettez de faire une hypothèse dont peut-être votre réponse démontrera qu'elle est totalement fausse? J'ai parfois l'impression
l'impression qu'en France, nous avons une violence verbale dans le climat parlementaire qui est beaucoup plus considérable qu'aux États-Unis. Alors qu'aux États-Unis, les actes, eux, en matière politique, peuvent être terrifiants et pour l'instant, la France, heureusement, est encore un peu en retrait. Que pensez-vous de cela ? Vous avez parfaitement raison. Il y a une forme de délégation de la symbolique de la violence qui s'exerce en France en particulier. C'est une sorte de passage d'une sphère extrêmement symbolique à une sphère réelle. Et heureusement que c'est plutôt dans la sphère symbolique que pour l'instant elle s'exprime en France à l'échelon politique, où effectivement la violence du Parlement, pour l'instant, les violences des termes employés, des échanges au Parlement ne se retrouvent pas dans la rue. On a effectivement aux États-Unis une pratique différente, parlementaire différente, où en général au Parlement, et encore une fois on ne va pas en tirer de conséquences absolues du côté des États-Unis, mais il est vrai qu'il y a une forme de courtoisie parlementaire élémentaire aux États-Unis. Et en parallèle, on va le faire, effectivement, une violence incroyable dans les rues. Maintenant, loin de moi de vouloir tirer des conclusions, mais le parallèle que vous faites est absolument juste sur cette symbolique, ce transfert symbolique de la violence parlementaire à la violence de la rue. Jean-Michel Fauvergue, pendant que vous êtes là, puisque vous êtes ancien patron du RAID, est-ce que beaucoup de parlementaires ou d'hommes politiques ont subi et ont eu besoin, ou des services de la police, ont subi des insultes depuis ces dernières années ? Est-ce que vous avez vent de ça ? Alors énorme, non seulement j'ai eu vent de ça, mais moi je l'ai vécu, alors pas à titre personnel, mais je l'ai vécu parce que, et en particulier sur les femmes parlementaires de tous bords, parce que j'ai été parlementaire et mes collègues de tous bords d'ailleurs me faisaient voir des SMS qu'elles recevaient, et des collègues aussi hommes, et c'était hyper violent, c'était sexiste, c'était ordurier, c'était des menaces de mort, c'était hyper violent. Et il y en a eu plusieurs qui ont été sous protection, il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été faites à la suite de ça, et non, là, c'était absolument violent. Mais moi, ce que je voulais dire pour aller dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui est aux États-Unis nous rattrape toujours à un certain moment. C'est qu'aujourd'hui le monde est un village, et que ce qui se fait aux États-Unis, eh bien, est observé par les gens hargneux, les gens qui ont la rage ici en France, et ça risque de déclencher des choses. Donc il faut être bien vigilant dans ce domaine-là, que ça n'arrive pas chez nous. Mais j'ai peur que ça nous rattrape. Avec nous, bien sûr, toujours Olivier Piton. Est-ce que finalement, quand on regarde Floyd par exemple, et on a vu l'impact que ça a eu en France, la résonance est arrivée un petit peu plus tardivement. Est-ce que ça veut dire que plus les années vont passer et plus la résonance américaine va être rattrapée rapidement par la France, ou en tout cas les pays européens? Écoutez, en tout cas, je rejoins ce qui vient d'être dit. En règle générale, on a toujours un temps de retard sur ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des spécificités américaines, mais en tout cas, la violence est un fait. En tout cas, la violence à ce niveau, et y compris dans la société française, est un fait incontestable. Donc, l'impact de George Floyd était un impact terrible du fait de la présence des caméras qui ont enregistré Derek Chauvin en train d'étouffer George Floyd. Et là, on a la même chose, c'est-à-dire des images où on voit Charlie Kirk qui est tiré, sur lequel on tire au cou, et les scènes de panique derrière. Donc, de toute façon, l'impact dans la société américaine, il ne va pas s'amenuiser dans les jours qui viennent. L'impact est très fort, d'autant qu'il y a, en tout cas du côté des Républicains et de la sphère MAGA actuellement, une vraie volonté de ne pas laisser passer et de marquer une forme de revanche. Et ça fait aussi référence à l'impact que Charlie Kirk avait dans la sphère de Donald Trump et son action auprès des campus américains. Merci beaucoup Olivier Piton, avocat à Washington et auteur de plusieurs livres et ancien député suppléant des Français de l'étranger. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Allez, tout de suite, on y